Bonjour mesdames, messieurs, jeunes hommes, jeunes femmes, bienvenue à vos infos Témis. En manchette cette semaine, le gouvernement de Mark Carney apporte son soutien au milieu forestier. Des activités touristiques sont de retour à Ville-Marie et le milieu communautaire aide aussi la famille. Bienvenue à tous les membres sur votre télé communautaire. Mais d'abord, chez nos voisins du nord-est ontarien, 12 personnes ont été accusées de conduite avec facultés affaiblies par l'Ontario Police Provincial de North Bay en mai, à la suite d'interventions survenues à North Bay, East Ferry, Callender, Powassan et dans les environs. Les dossiers impliquent l'alcool ou la drogue et comprennent notamment des accusations de conduite avec facultés affaiblies, de refus de tempérer, de conduite dangereuse et de conduite avec un permis suspendu. Tous les accusés devront comparaître devant la Cour de justice de l'Ontario. L'OPP rappelle à la population de ne jamais prendre le volant avec les facultés affaiblies et d'appeler le 911 pour signaler tout conducteur soupçonné d'être intoxiqué. Et à Moffett, des travaux de reconstruction d'un ponceau entraînent des ralentissements sur le chemin de Moffett-la-Force depuis le 9 juin. Les interventions prévues jusqu'au 16 juin en semaine nécessiteront la fermeture d'une voie sur deux à environ 1,5 km à l'ouest du chemin Cloutier à Moffett. La circulation se fait en alternance à l'aide de feux de chantier entre 7h30 le matin et 17h. Les automobilistes sont invités à prévoir leur déplacement en conséquence et à faire preuve de prudence à l'approche du secteur des travaux. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable rappelle que l'échéancier pourrait être modifié en fonction des conditions météo ou de contraintes opérationnelles. Et parlant d'opérations et de travaux, la sécurité des travailleurs routiers est à l'honneur d'ici le 15 juin à l'occasion de la 3e semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers. Sous le thème « La protection des travailleurs routiers, j'embarque », le gouvernement du Québec invite les usagers de la route à redoubler de prudence dans les zones de travaux. Le ministre des Transports et de la Mobilité durable, Benoît Charette, rappelle que derrière chaque cône orange se trouve un travailleur exposés quotidiennement à des risques causés par l'inattention et les comportements imprudents des automobilistes. Pour sensibiliser davantage la population à ces travailleurs, il y a des travailleurs routiers qui vont partager leurs témoignages en vidéo, tandis que de nouveaux épisodes du balado en zone orange traiteront notamment de radars photo et des opérations policières pour renforcer la sécurité autour des chantiers. Le ministère qui a également annoncé l'acquisition de 66 nouveaux radars photo mobiles qui seront principalement déployés dans des zones scolaires et des zones de travaux routiers. L'initiative s'inscrit dans le plan d'action en sécurité routière d'ici 2028 pour lesquels plus de 180 millions de dollars ont été réservés pour financer différentes mesures de prévention et de sécurité. Et parlons tourisme, la MRC Témiscamingue qui lance officiellement sa nouvelle campagne promotionnelle. On vous attendait, tout en confirmant le retour des balades gourmandes pour l'été et l'automne 2026. La double initiative qui vise à mettre en valeur l'accueil, les paysages, les producteurs locaux et le patrimoine du territoire. Après le succès du projet pilote de 2025, les balades gourmandes reviennent avec 4 circuits thématiques couvrant les secteurs nord, sud, est et centre du Témiscamingue. Les participants pourront visiter des entreprises, des musées et des attraits régionaux tout en découvrant les produits du terroir lors d'excursions guidées de 4 à 6 heures. La nouvelle campagne numérique développée en partenariat avec Spreads Marketing s'adresse autant aux visiteurs qu'aux personnes intéressées à s'établir dans la région. Selon le préfet Martin Lefebvre, l'objectif est de faire rayonner le territoire tout en permettant à un plus grand nombre de personnes de vivre l'expérience des balades gourmandes. En plus de promouvoir le tourisme, l'initiative contribue au développement économique local en soutenant les producteurs et en encourageant l'achat local. Voici 3 intervenants impliqués dans cette campagne. La MRC Témiscamingue qui y va encore d'un lancement grand de sa campagne touristique. On attire des gens année après année dans notre région. Tout à fait. On a toujours des touristes qui viennent nous voir et on en est fiers. Et l'important, c'est de continuer à marteler le message qu'on est là,
et manifester le plus possible nos forces en tant que territoire et la proximité que les gens ont entre eux et avec les nouvelles personnes qui arrivent sur le territoire. Donc, cette campagne-là, elle vient vraiment... c'est tout en accueil et en chaleur, puis on souhaite justement mettre de l'avant cette proximité-là. Donc, au Témiscamingue, les touristes, c'est pas des touristes, c'est de la visite. Donc, on souhaite mettre ça de l'avant, puis rappeler à quel point on aime ça accueillir des gens et qu'on a des belles choses également à montrer. On accueille les gens de l'extérieur, de l'Ontario, de Montréal, d'un peu partout au Québec, mais aussi on accueille notre monde, parce qu'avec les balades gourmandes, j'ai vu l'année dernière que ça s'est rempli rapidement et c'est notre monde qui participe à la visite de leur lieu. Oui, à ce moment-là, c'était effectivement beaucoup des résidents parce que ça a parti vite sur nos réseaux sociaux. Puis évidemment, eux étaient aux premières loges de ces réservations-là. Mais il y avait quand même eu également beaucoup de touristes qui nous ont donné quand même de belles évaluations, dans le fond, pour qu'on puisse aussi s'améliorer et améliorer le processus dans l'ensemble. Et c'est pour ça que cette année, on est prêt à venir bonifier et lancer officiellement les balades gourmandes. C'est certain qu'il y a un coût, donc les gens doivent payer, doivent s'inscrire, mais c'est 16 balades durant l'été qu'on va faire dans les 4 secteurs du Témiscamingue. Donc, on sillonne vraiment toutes les routes à la rencontre des agrotransformateurs, des visites dans les musées. Les guides sont là dans les autobus pour venir parler de l'histoire également au fur et à mesure où on passe dans un village, par exemple, dans l'autobus. Bien là, on est capable de connaître une petite anecdote historique sur ce village-là. Donc, les guides vont être là vraiment pour verbaliser le tout et bonifier l'expérience des visiteurs, bien sûr, là, dans le cadre de ces balades gourmandes. Un bon été et bonne saison touristique au Témiscamingue. Merci beaucoup, merci d'être là. Et cette année encore, parce qu'on l'a vu l'an dernier, ça avait été fort populaire, les balades gourmandes reviennent et déjà, est-ce que les inscriptions sont rapides? C'est le lancement aujourd'hui, donc on saura plus tard. Mais effectivement, la phase pilote a été fort en succès, donc ce qui nous a motivés vraiment à lancer donc, le projet cette année aussi. Est-ce que c'est le même principe? On visite des lieux, on en apprend. Comment ça va se passer encore cet été? C'est le même principe, vraiment, parce que l'idée pour la phase pilote, c'était d'aller tester le concept. Donc, c'est le même principe. Le seul ajout qu'on a fait pour cette année, c'est vraiment l'ajout de la plateforme transactionnelle parce que ça sera payant cette année. Donc, les intéressés pourront aller sur le site, découvrir les offres et faire leur paiement d'une façon simple et sécurisée sur le site. Compte tenu que c'était fort populaire, est-ce qu'on ajoute des journées pour plaire à plus de monde? Exactement, parce que de 4 départs, nous allons passer à 16 départs. Donc, il y a un grand changement à ce niveau parce que l'idée, c'est vraiment de permettre à un plus grand nombre vraiment d'aller découvrir le territoire. Et le principe, c'est de découvrir des lieux et des mets? Effectivement, le principe, c'est de découvrir les entreprises agro-touristiques, les attraits touristiques, donc, comme par exemple le parc au Pémican, le Fossilarium. Donc, vraiment, c'est tout un combo. Pour cette campagne touristique, je pense que votre concentration, c'est vraiment l'image du Témiscamingue à travers le Canada. Exactement. Donc, on vit sur une campagne qui témoigne vraiment de la chaleur et l'hospitalité des gens du coin, de l'accueil généreux qui est digne là, les Témiscamiens et les Témiscamiennes. Alors, on est très fiers d'avoir travaillé avec la firme de communication Spritz Marketing qui nous a un peu guidés dans l'angle à suivre et dans tout le côté technique aussi d'une campagne numérique parce que nos messages et nos images vont principalement être visibles sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram. Mais on a également de la programmatique qui va être affichée, donc des espaces publicitaires à des endroits stratégiques. On connaissait là où on vit depuis quelques années. Maintenant, il y aura d'autres façons de s'adresser aux gens qu'on veut amener chez nous. En fait, c'est une campagne estivale, donc il faut le voir comme un message festif et éphémère. Donc, Témiscamingue, là où on vit, demeure encore notre cœur et notre identité. Donc, on parle d'une campagne qui va circuler de juin à octobre, environ jusqu'à l'Action de grâce. Donc, c'est le slogan, effectivement, Témiscamingue, on vous attendait, qu'on va voir, mais on ne renie pas nos origines Témiscamingue, là où on vit. On veut s'adresser à
aux gens de chez nous et aux gens d'ailleurs? Exactement. Nous, on est vraiment dans une vision de le résident d'abord. Alors, on veut aussi projeter et refléter la réalité, l'authenticité du milieu. Donc, pour ce faire, il faut que ça parte du milieu. Il faut que les gens y croient, se sentent représentés. Donc, d'où le Témiscamingue, on vous attendait, qui vise, oui, les touristes et les résidents de l'extérieur du territoire, mais qui compose aussi des messages qui vont s'adresser aux citoyens, aux Témiscamiens, Témiscamiennes finalement. Et on compte sur les gens du Témiscamingue pour s'adresser aux gens de l'extérieur et les amis chez nous. Exactement. Puis d'ailleurs, j'ai peut-être envie de lancer un appel à l'action. Donc, de ne pas hésiter si on est un citoyen, une citoyenne, une entreprise, un musée, peu importe, d'utiliser le slogan « Hey, on vous attendait », un peu comme on attend de la visite, pour leur témoigner que les gens ont une place parmi nous, qu'ils sont les bienvenus et qu'ici, il y a tout un potentiel pour vivre et s'y établir. Souhaitons-nous une très bonne saison touristique. Absolument. Merci beaucoup. Et l'exposition agricole du Témiscamingue, ses fermières et fermiers et les gens de toute la région ont célébré l'agriculture la fin de semaine dernière à Saint-Bruno-de-Guigues. La 53e édition de l'Expo agricole du Témiscamingue s'est déroulée du 5 au 7 juin avec une programmation diversifiée, mettant en vedette compétition agricole, expo animale, courses de tracteurs et activités familiales. Témis TV s'est plongé au cœur de quelques-unes des activités les plus appréciées et nous avons parlé notamment au préfet de la MRC de Témiscamingue, M. Martin Lefebvre. Bien, écoutez, pourquoi c'est important? Je pense qu'il y a quelque chose qui est important à savoir, puis on le sait tous quand on est Témiscamien. Le volet de l'agriculture, de la foresterie, c'est le fer de lance. C'est ce qui a fait la naissance de notre beau territoire. Et puis, le milieu agricole, puis que ce soit dans le laitier, au niveau bovin, les porcheries qui ont pris place ou autres, la grande culture qui prend sa place beaucoup sur le territoire. Bien, moi, je trouve ça important de venir faire la tournée, de venir voir les producteurs. Moi, je dis c'est leur fin de semaine. C'est sûr qu'ils aiment présenter les différents animaux, les concours qu'il y a. Puis il y a des concours de tracteurs aussi, des compétitions. Fait que de venir faire mon tour, parce que originalement, quand même, j'ai été élevé sur une ferme à bœuf. Fait que pour moi, le milieu agricole, c'était le début de ma vie. Fait que bien que ça fait plusieurs années que je touche plus au milieu agricole, j'ai plusieurs amis qui sont dans ce milieu-là. Fait que autant dans la grande culture, producteurs. Donc, pour moi, c'est important de venir faire mon tour, de jaser avec eux, de voir les défis qu'ils ont. Mais les gens sont de bonne humeur, hein? C'est la fête en fin de semaine à Saint-Bruno-de-Guigues. Fait que pour moi, c'est important de venir faire mon tour, là. Oui, puis on le sait, c'est le moment de remercier les gens du milieu agricole, là, des faire valoir. Là, c'est quand même des gens qui travaillent fort là, toute l'année. Là. Puis à cette période-ci de l'année, bien, c'est une belle exposition pour eux. Là. C'est une belle façon de les mettre en valeur. Et puis on a des concours de tir de tracteur tout à l'heure. Là. Est-ce que vous auriez peut-être envie de participer? Non, je vais laisser les professionnels, les gens qui ont l'expérience de le faire, là. Mais toujours en revenant au milieu agricole, on a un grand territoire, on a plusieurs terres, on a des possibilités qui sont quand même importantes. Le défi, c'est qu'on demeure propriétaire de notre territoire, hein, parce qu'on le voit avec les années, il y a des fonds de terre qui ont été vendus à des gens de l'extérieur. Et puis ça me fait de quoi quand même? Quand c'est cultivé, c'est une chose, mais quand c'est simplement pour que ces terres-là prennent la valeur pour éventuellement les revendre plus tard, ça me fait de quoi? Parce que c'est la vitalité du territoire, hein? Le domaine agricole, parce que c'est ça ici en fin de semaine, mais autant dans le domaine forestier, on a besoin de ces emplois-là, de faire travailler notre monde, d'avoir des gens qui demeurent dans nos municipalités. Et puis, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je suis ici, puis en même temps, j'en rencontre régulièrement. Lundi, j'ai une rencontre au niveau laitier avec tout ce qui se discute au niveau des fameuses ententes canado-américaines. Écoute, il faut être à l'affût de ce qui se passe. Puis, fait qu'on se tient au courant des différents dossiers. Puis on est là pour soutenir le milieu agricole parce que c'est des familles, c'est des emplois.
Puis on parle d'autonomie alimentaire, on en a parlé beaucoup quand la pandémie est arrivée. Puis on fait partie de la solution. Et puis, il faut continuer à être en arrière de nos différents producteurs au Témiscamingue. Et le milieu communautaire de l'Abitibi-Témiscamingue relance la mobilisation pour exiger un financement adéquat après plus de 40 jours sans réponse du gouvernement de la CAQ et de la première ministre. Le 8 juin, des organismes de toute la région se sont rassemblés à Rouyn-Noranda, notamment dans le cadre du mouvement communautaire About, pour dénoncer le sous-financement chronique du secteur et la hausse des besoins depuis la pandémie. Ils réclament un financement stable, récurrent, indexé et à la mission à la hauteur des services essentiels qu'il offre à la population. La journée s'ouvrait par un piquetage symbolique à la note de cuivre à Rouyn-Noranda, suivi d'un dîner barbecue et d'allocution. Chacune des MRC a fait aussi parvenir à la première ministre un objet illustrant la réalité d'organismes communautaires du territoire. Les organisateurs lancent un appel à la solidarité et invitent groupes et alliés à participer à la mobilisation régionale pour soutenir un réseau communautaire qu'ils estiment au bord de l'épuisement. Et une troisième année de collaboration entre Ville-Marie et Lorrainville permettra d'offrir aux citoyens une programmation estivale gratuite et complémentaire, regroupant spectacles musicaux, théâtre et activités culturelles tout l'été. Dévoilée jeudi dernier, la programmation estivale 2026 mise sur la diversité et l'accessibilité pour rejoindre un large public. Les deux municipalités proposent une série d'événements qui se dérouleront de juin à août, avec notamment les célébrations de la fête nationale, des prestations d'artistes comme Belle Promesse, Joss and the Dirty Rags, Guillaume Laroche, Afro Vibes et Cats et les Boomers, ainsi qu'un repas interculturel dans le cadre des Saveurs du Monde, spectacle gratuit qui vise à enrichir l'offre culturelle régionale tout en encourageant les déplacements entre les deux communautés. Cette entente entre les deux municipalités permet de maximiser l'offre culturelle dans notre milieu tout en favorisant l'accessibilité pour tous les citoyens. C'est ce qu'a dit Jacques Loisel, conseiller municipal de Ville-Marie et membre du comité culture. Les organisateurs estiment que la programmation concertée contribue une fois de plus à animer la saison estivale et à créer des occasions de rassemblement pour les résidents et visiteurs du Témiscamingue. Et le parcours Parkinson sera de retour en Abitibi-Témiscamingue. C'est le 13 septembre. Notez la date au Parc botanique à Fleur d'Eau de Rouyn-Noranda, organisé par l'organisme Parkinson Abitibi-Témiscamingue. La marche solidaire vise à amasser 30 000 $ pour soutenir les personnes atteintes de la maladie de Parkinson et leurs proches aidants dans la région. L'événement va débuter le 13 septembre à 10 h et proposera 2 parcours de marche de 500 mètres et d'1 kilomètre. Les fonds recueillis serviront notamment à financer des services d'information, d'accompagnement et d'orientation, ainsi que du matériel destiné au groupe d'entraide de l'Abitibi-Témiscamingue. Les personnes qui souhaitent participer ou faire un don peuvent s'inscrire en ligne à la plateforme d'inscription et de don du parcours Parkinson. Il y a un reçu fiscal qui est remis pour les dons de plus de 25 $. Et le programme Nouveaux Horizons pour les aînés franchit une étape importante cette année avec un doublement du financement maximal accordé aux projets communautaires, une mesure destinée à soutenir davantage les organismes qui œuvrent auprès de personnes âgées partout au pays. La secrétaire d'État aux aînés, l'honorable Stephanie McLean, a annoncé l'ouverture de l'appel de proposition 2026-2027 du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Les organismes admissibles peuvent désormais obtenir jusqu'à 50 000 $ par projet, comparativement à 25 000 auparavant. C'est ouvert jusqu'au 14 juillet et le programme finance des initiatives favorisant le bénévolat, le mentorat, l'inclusion sociale, la prévention de la maltraitance envers les aînés et le développement de projets communautaires destinés à améliorer leur qualité de vie. Depuis sa création en 2004, le programme Nouveaux Horizons pour les aînés a soutenu plus de 45 000 projets à travers le Canada grâce à des investissements totalisant plus d'1 milliard de $. Chaque année, 900 000 aînés participent aux activités financées par ce programme.
Et revenons sur le projet de centrale hydroélectrique Onimiki qui poursuit son développement dans la région au Témiscamingue avec l'étude d'un deuxième emplacement potentiel qui répondrait mieux aux préoccupations du milieu. Énergie renouvelable Onimiki canalise actuellement 2 options près du lac Témiscamingue. La nouvelle localisation envisagée pourrait réduire les impacts visuels et sonores du projet. Une décision sur le site retenu est attendue dans les mois qui viennent. L'entreprise reporte également des consultations publiques qui devaient avoir lieu à l'automne prochain et déposera son étude d'impact environnemental d'ici la fin de l'année. Et le secteur forestier canadien amorce une importante transformation alors que le gouvernement fédéral dévoile un plan d'action destiné à soutenir les travailleurs, moderniser les usines et assurer la compétitivité de l'industrie face aux tarifs douaniers, aux défis d'approvisionnement et aux changements climatiques. Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Tim Hodgson, a présenté une feuille de route fondée sur les recommandations du groupe de travail canadien sur la transformation du secteur forestier. Le plan qui vise notamment à garantir un approvisionnement stable en fibres de bois, stimuler l'innovation, développer de nouveaux marchés et soutenir les travailleurs dans l'acquisition de nouvelles compétences. Les gouvernements, qu'ils soient fédéraux, provinciaux et territoriaux, se sont engagés à collaborer pour harmoniser leurs politiques et leurs investissements. La démarche qui doit mener à l'adoption d'une stratégie officielle pour le secteur forestier canadien d'ici la fin de l'année. Selon Ottawa, cette transformation est essentielle pour préserver les emplois, soutenir les collectivités forestières et renforcer la place du Canada comme chef de file mondial des produits forestiers traditionnels et de nouvelles générations. Et du bois, passons au métal, la métallurgie québécoise qui traverse une période critique sous l'effet des tarifs américains qui ont fait chuter de 36% les exportations du secteur en 2025. Une nouvelle étude de l'Institut du Québec et du Comité sectoriel de main-d'œuvre de la métallurgie québécoise conclut que l'industrie doit accélérer sa transformation pour préserver sa place dans les chaînes industrielles nord-américaines. Les tarifs de 50% imposés sur l'aluminium, le cuivre et l'acier ont particulièrement frappé les producteurs d'acier et les fonderies, dont les exportations de produits semi-ouvrés qui ont chuté de 51%. Le secteur qui a aussi enregistré un recul de 3,6% de l'emploi après plusieurs années de croissance. Malgré des gains sur certains marchés en Europe et en Asie, les nouvelles exportations qui n'ont pas compensé les pertes subies aux États-Unis, qui demeurent le principal débouché de l'industrie québécoise. Le rapport souligne que la survie et la croissance du secteur passent par l'innovation, la modernisation des équipements, le développement de produits à plus forte valeur ajoutée et la diversification des marchés. L'étude rappelle aussi que l'avenir de cette industrie qui emploie plus de 17 000 personnes au Québec repose largement sur une main-d'œuvre qualifiée capable d'accompagner les transformations technologiques et commerciales en cours. Et allons dans le domaine minier, le gouvernement fédéral qui mise sur l'industrie minière pour renforcer l'économie canadienne en lançant une nouvelle alliance destinée à attirer, former et retenir davantage de travailleurs qualifiés dans le secteur, annoncé jeudi dernier en Nouvelle-Écosse par la ministre de l'Emploi Patty Ajdu. L'Alliance pour la main-d'œuvre de l'industrie des mines et des minéraux sera dirigée par le Conseil des ressources humaines de l'industrie minière avec l'appui de l'Association minière du Canada. L'objectif, c'est de répondre à la pénurie de main-d'œuvre qui freine actuellement le développement du secteur. Ottawa qui va investir 81 millions de dollars sur 5 ans pour soutenir l'initiative qui réunira employeurs, établissements d'enseignement, syndicats et partenaires autochtones pour développer les compétences et faciliter l'accès aux carrières minières. Le gouvernement qui souhaite également harmoniser certaines certifications entre les provinces pour favoriser la mobilité des travailleurs. En 2024, l'industrie minière canadienne qui a contribué à hauteur de 112 milliards de dollars au produit intérieur brut et employé directement près de 438 000 personnes. Et les Premières Nations réclament une meilleure reconnaissance de leur expertise dans le système de protection de la jeunesse à la suite d'un nouveau rapport de l'Ombudsman du Québec sur le parcours des enfants, des jeunes et des familles autochtones au sein des services de protection. L'Assemblée des Premières Nations au Québec-Labrador, la PNLQ,
La PNQL, dis-je bien, est la Commission des services de santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador, estime que le rapport confirme la nécessité de renforcer les liens entre les communautés et les services de protection de la jeunesse. Le chef de la PNQL, Francis Véro-Paul, souligne que des progrès ont été réalisés depuis la publication du rapport de la Commission vient, mais que plusieurs appels à l'action demeurent à mettre en œuvre. Il réaffirme la volonté des Premières Nations de collaborer avec les gouvernements pour améliorer le bien-être des familles. De son côté, le président de la C3SPNQL, Derek Montour, insiste sur l'importance de mieux prendre en compte les réalités culturelles, historiques et sociales des Premières Nations. Il plaide notamment pour créer des corridors de services entre le réseau public québécois et les communautés pour faciliter l'accès aux services spécialisés. Et les organismes communautaires, familles tirent la sonnette d'alarme pour que de plus en plus de parents québécois qui vivent de l'isolement, de l'épuisement et des difficultés financières aient de l'aide. Malgré leur rôle essentiel auprès des familles, ces ressources demeurent largement méconnues de la population. Pour changer la donne, la Fédération québécoise des organismes communautaires familles, la FQOCF, lance sa campagne nationale avec l'appui de l'actrice et animatrice Bianca Gervais. Bianca Gervais, oui, l'objectif, c'est de faire connaître davantage les 280 organismes communautaires familles quand même qui sont présents dans toutes les régions au Québec et qui ont soutenu plus de 245 000 familles l'an dernier, selon les données de l'Institut de la statistique du Québec citées par la FQOCF. Plus d'un parent sur 4 estime ne pas disposer des revenus nécessaires pour répondre aux familles de base aux besoins des familles de base. Cette proportion grimpe à plus de 43% chez les familles monoparentales. La campagne déployée partout au Québec sous le thème « Écouter, accompagner, outiller » à chaque étape de la parentalité depuis 1961 vise également à sensibiliser la population aux défis auxquels font face les organismes, notamment le sous-financement chronique, la fragilisation de certaines ententes gouvernementales et l'augmentation constante des demandes de services. Ben voilà, ça met un terme à ce bulletin d'actualité pour cette semaine, mais sachez que les nouvelles se succèdent dans les heures qui suivent sur la page Facebook du site web de Témis TV. Faites comme plus de 6000 personnes de la région et joignez-vous à nous. D'ici à la semaine prochaine, passez de bons moments et n'hésitez pas, comme de nombreux organismes et personnes au Témiscamingue et en Abitibi, à nous informer de ce qui se passe chez vous et avec vous. Vous nous écrivez à journaliste@témis.tv. Un nouveau bilan vous sera livré mercredi prochain. Merci de nous suivre. À bientôt. Au revoir.